Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Émilie Montourcy, je suis psychologue clinicienne et c'est sur une gentille invitation de Mireille et Dominique suite à une discussion sur les hauts potentiels où on avait échangé. On m'a proposé d'intervenir sur plus ou moins, alors c'est pas une hypothèse que j'avais émise, c'est simplement par rapport à ma pratique où je me suis dit je vois des similarités entre les profils borderline et certains hauts potentiels. Alors pour repréciser ma pratique, j'ai un cabinet en libéral, je travaille à 80% avec des adolescents majoritairement, vu que j'interviens pour faire de la prévention sur les addictions et la sexualité. Mais après, dans ma pratique libérale, je reçois aussi beaucoup des expertises judiciaires au civil. Voilà pourquoi, alors je vais peut-être vous embêter quand je reviens sur des diagnostics, ce genre de choses. Ça peut paraître enfermant, mais de là où je viens, c'est-à-dire qu'à la base, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu carcéral, extra-carcéral, hors cadre, dans des foyers. C'est important parfois de remettre du cadre. Et effectivement, sans enfermer la personne dans un diagnostic, et ça j'y tiens parce qu'en travaillant avec des ados, ils le font énormément. Et en ce moment, je vais faire concurrence à tous les gens sur TikTok, forcément qui vont nous décrire les TDI et tous les jeunes qui viennent me voir pour me parler de leur diagnostic, leur autodiagnostic sur Internet. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Nous, en tant que professionnels, on ne cherche pas à enfermer des gens dans un diagnostic, mais au moins mettre un cadre, ça permet au bout d'un moment, suite à l'observation, trouver les thérapies adéquates, parce qu'il y en a qui sont plus adaptées selon les profils qu'on va avoir. Voilà. Donc, je pars un peu sur les deux côtés parce que ce qu'il y avait écrit sur l'intitulé, c'était aux frontières de la personnalité borderline, je crois, et des adultes au potentiel. Voilà. Effectivement, moi, dans ma pratique, je vais rencontrer souvent des enfants qui sont déjà dépistés au potentiel, d'accord, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des adultes également qui se découvraient au terme des consultations, même si moi, je ne fais pas les tests de QI. Mais allez-y, moi, ça ne me dérange pas. Borderline, qu'est-ce que vous entendez? Alors justement, après, je vais expliciter tous ces termes. En fait, comme vous employez ce terme... Vous, ça ne vous parle pas? Non. Voilà, mais alors c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes sur Internet qui savent très bien ce que c'est. Ils arrivent et ils me disent « je suis borderline », ce genre de choses. Alors effectivement, c'est pas qu'à 18 ans pile, on peut mettre un diagnostic, ça ne change rien à un jour. Mais c'est que pendant l'adolescence, il y a plein de remaniements de la personnalité. Donc on ne va pas poser un diagnostic, vu qu'on estime qu'il y a une certaine forme de plasticité, heureusement, et que ça va dépendre des divers événements qu'ils vont rencontrer. Mais au bout d'un moment, quand au bout de 3-4 ans, on présente le même profil avec, alors non pas des symptômes, mais des traits de personnalité, on peut diagnostiquer un trouble de la personnalité. Et sur borderline, quand j'aurai fini ma petite intro, je reviendrai dessus, il peut y avoir des moments dits de rémission et des moments d'accalmie et des moments où on retombe dedans, c'est-à-dire qu'en nombre de critères sur le DSM-5, on tombe en dessous de 5. Là, ça paraît un peu pour le psy, je ne suis pas sûre que le thérapeute, il fonctionne toujours comme ça, sincèrement. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que par la pratique de l'expertise judiciaire, j'utilise les tests de personnalité. Alors ça, on va le voir, c'est un petit peu comme finalement les tests d'intelligence. Est-ce que c'est désuet ou pas? Est-ce que c'est adapté à la génération? Je n'en sais rien. En tout cas, moi, il me parle. Il me parle parce que je ne suis pas un scanner à un moment de mon patient. Donc j'aime bien faire pratiquer ces tests au début, sans les mettre dans des conditions de stress pour les juger et les enfermer dans une case. Moi, j'aime bien savoir où on va, en sachant que c'est heureusement dynamique. Ça bouge. Et c'est ce qu'on va remarquer sur les différents tests. Donc, quand on les fait, ces fameux tests de personnalité, donc je le dis, il y a le Rorschach, ce que moi je fais passer en tout cas, le Rorschach, le TAT, et on va avoir le test de l'arbre, que j'aime bien, qui est bien sympathique, pour terminer ça. Alors j'ai fait... ah non, je ne l'ai pas dessiné en fait. Je peux le récapituler parce que quand je donne un diagnostic à mes patients, qui ne sont pas forcément là pour une expertise, effectivement, j'aime bien que ce soit compréhensible, pour qu'après, ils n'aient pas à faire trop de recherches sur Internet à un moment, parce qu'il y a un peu de tout et de rien, même s'il y a des vérités, mais on peut tous se reconnaître dans des schémas de personnalité à un moment ou dans certains symptômes. Donc, j'essaye de leur montrer qu'effectivement, on est tous quelque chose quand on fait ces tests, et pour ça, j'ai trouvé une métaphore un peu architecturale, selon le conte des 3 petits cochons. Je vais revenir là-dessus, dans les 3 petits cochons, on est bien d'accord que chacun va faire sa maison, qui a des fondations différentes. À un moment. On est tous pareils dans la construction de notre personnalité. Il y a des fondations qui sont plus ou moins résistantes à un moment pour pouvoir contrer toutes les pulsions, les mouvements qui vont se jouer dans cette construction de la personnalité.
Donc quand on est dans la maison en paille, c'est pas du tout réducteur, hein. Et effectivement, on sait bien que quand on souffle sur la maison en paille, il y a tout qui s'envole, ça protège très peu. Pour moi, c'est la structure de la psychose. Oui, d'accord. C'est ce que je mets en avant. Dans la psychose, vous savez qu'on va définir plusieurs pathologies qui vont de la schizophrénie à la paranoïa, à la bipolarité, on a parlé de la mélancolie tout à l'heure. Donc c'est des structures où effectivement, il n'y a pas de contention psychique vis-à-vis de l'agressivité naturelle, la libido, tout ça, et on projette sur le monde. Alors là, moi j'ai tendance à dire qu'effectivement, le psychotique, il est un peu victime de son symptôme à un moment. Après, c'est comme ça qu'il s'est construit. Hein, qu'on connaisse ou pas les causes qui nous amènent à la psychose et à ce diagnostic, à un moment, pour certains, ça va être le cumul de différents traumas, pour d'autres, il y a une composante génétique, en tout cas, il y a une vulnérabilité qui est là. Si je vais trop vite, vous me dites, parce que je peux parler. Non, c'est très bien. Ah, bon, d'accord, ok. C'est très bien. C'est très clair. Merci. De l'autre côté, on va avoir la fameuse maison en briques, hein, tout à l'inverse, c'est un peu des névrosés. Alors ça, c'est bien, hein. Ces fondations-là, elles tiennent bien. On est bien d'accord, hein, dans cette maison en briques, mais c'est très enfermant. Donc là, à un moment, on est enfermé dans son symptôme. C'est souvent ce qu'on repère, effectivement, en pratique libérale chez les névrosés, qu'à un moment, on a du mal à sortir un petit peu de la verbalisation, la mentalisation qui tourne en rond. Ce qui va être beaucoup plus complexe, on est bien d'accord, chez les psychotiques non stabilisés, qu'on ne recevra pas, de toute façon. Et au milieu, pour moi, il y a un grand champ des maisons en bois, d'accord, qui sont les fameux états limites, les troubles de la personnalité. Et là, c'est un petit peu confus et c'est diffus. Hein, on a un petit peu de tout, et on va voir que ce soit par la psychanalyse, le DSM et tout se mélange, parce que parfois, en fait, on a un vocabulaire qui se retrouve dans les descriptions qui ont été faites il y a 100 ans. Maintenant, on a d'autres théories. On est d'accord dessus. Finalement, souvent, ça se ressemble. Hein, à un moment, je vais aborder, par exemple, le nourrisson savant de Ferenczi, où on va avoir effectivement le Faucef de Winnicott, dont on a déjà entendu parler. Aujourd'hui, on les nommerait peut-être autrement, en fait, mais qu'importe. Hein, c'est pas forcément différent. D'accord? Alors, dans ces troubles limites de la personnalité, ça va se décomposer en beaucoup de choses, hein, effectivement. On a les troubles de la personnalité narcissique. On va avoir le profil psychosomatique qui a été décrit. On va avoir les fameux troubles de la personnalité borderline. On a l'anorexie mentale. Alors là, j'ai tendance à dire qu'on projette toutes ces angoisses, toute la libido ou autre sur l'autre. C'est la maison en bois. À un moment, c'est pratique, hein, la maison en bois. On peut la détruire et la reconstruire indéfiniment. C'est pour ça qu'on parle d'astructuration, en fait. Contrairement à la névrose et à la psychose, on parle d'astructuration et tous les troubles de la personnalité limite, tels que décrits par Stern ou Bergeret, se trouvent à mi-chemin entre la névrose et la psychose. Alors, c'est pas un truc fourre-tout, contrairement à ce qu'on croit. Et quand on parlait tout à l'heure de dépression, c'est une lutte contre la dépression permanente, en fait. Et du coup, on va utiliser différentes stratégies et mécanismes de défense à un moment pour lutter et ne pas être dans l'effondrement. Mais si on parle de troubles de la personnalité, on est bien d'accord, c'est parce qu'à un moment, ça va être fluctuant. Et qu'on a une identité et une personnalité qui est un peu diffuse. Contrairement, effectivement, soit dans la psychose ou dans la névrose, où ça paraît bien délimité. À un moment où on est dans un cadre beaucoup plus rigide. Alors, les troubles de la personnalité borderline m'ont intéressée parce que je vous dis, je viens où j'ai travaillé beaucoup dans le milieu carcéral, extra-carcéral, auprès des auteurs d'agressions sexuelles, après des victimes. Et on va retrouver beaucoup de profils borderline. C'est pour ça que je me suis passionnée sur ce thème-là, à un moment qui est un petit peu usité dans le terme. Hein, c'est comme parler d'hystérie aujourd'hui, dire borderline, ça veut tout et rien dire. À un moment, c'est pour ça qu'on va le redéfinir, avec plaisir. Voilà, et là, c'est important. Alors, je lis des choses comme, par exemple, qui m'intéressent. Je voulais juste commencer par la citation de Gide qui disait « La personnalité s'affirme dans ses limites ». Et effectivement, dans les troubles de la personnalité borderline ou dans la personnalité borderline, c'est ce qu'on va beaucoup observer, effectivement. Cette fluctuation, à un moment, ce côté dichotomique et surtout la plasticité des symptômes. Du coup, c'est plus difficile à dépister. Attention. Et quand je vais vous les décrire, vous allez me dire à quoi ça vous fait penser naturellement. Le DSM-5 relève des efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginaires. Là, on parle au niveau relationnel, hein, en général. Des modes de relations interpersonnelles instables et intenses. Donc, on pourra les redéfinir. Là, je les cite.
En troisième, perturbation de l'identité, une identité qui est instable, comme je disais. En quatre, impulsivité dans 2 domaines dommageables, sexualité, les addictions, la violence, répétition de comportement. Donc on retrouve ce phénomène de l'addiction, hein, qui est typique également des personnalités limites. Gestes suicidaires et automutilation, instabilité affective, sentiment chronique de vide et colère intense, survenue transitoire de symptômes dissociatifs. Alors, je ne sais pas vous, personne ne me fait la réflexion, mais moi j'ai l'impression de voir un ado en fait. Ça fait très adolescent et c'est pour ça que parfois il y a des confusions et qu'on va avoir tendance très rapidement à mettre des diagnostics borderline sur des ados. Ça y ressemble. En fait, la réalité pour poser le diagnostic, c'est qu'il faut qu'il y ait 5 critères sur les 9, ou moins pendant 4 ans consécutifs, même s'il y a des rémissions selon le cheminement de vie. Mais pendant 4 ans, il faut qu'on observe ça. Donc un adolescent, effectivement, perturbation de l'identité, hein, l'adolescence c'est une grande dépression, ça va de base. L'impulsivité, c'est pareil. Alors, ils ne sont peut-être pas dans la répétition de comportements, mais effectivement, ils sont dans des comportements d'expérience à risque. Efforts pour éviter les abandons, ils sont pris hein, dans ce conflit de la subjectivation entre être enfant et devenir adulte. Et également, le borderline, c'est vrai qu'il nous fait beaucoup penser à un adolescent. Mais il ne faut pas minimiser en fait le mal-être qu'il y a derrière, hein, et qui va générer pour la personne et pour son entourage également. Moi, j'ai beaucoup retrouvé, effectivement, parce qu'il y a un passage à l'acte des émotions, parce que si on reprend la définition basique qui est donnée, c'est hypersensibilité du monde dans lequel se vit le borderline, et problèmes de gestion du stress et des émotions. Vu le thème qu'on a aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on est tous pris dans une société où gérer ses émotions, c'est pas évident. Et que ça peut amener effectivement des comportements déviants ou autres. Là, le borderline, c'est sa spécificité. Hein. C'est-à-dire, il se construit à travers ça, même si c'est une astructuration. Vous êtes d'accord? Ça bouge à un moment. On a un moi qui est fluctuant. On n'a pas la force du moi qui est présente. Eh bien, ça va se retrouver au fur et à mesure dans l'ensemble des relations, que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle, amoureuse et autres. Par contre, ce qui est intéressant, pour ça c'est difficile hein, de délimiter la proportionnalité pour moi des troubles de la personnalité borderline, c'est estimé à 2% de la population, d'accord? Mais on estime qu'à 80% c'est des femmes. Alors déjà ce côté genré, déjà est assez étonnant, même si effectivement, je l'ai remarqué, entre un borderline homme et un borderline femme, c'est pas exactement les mêmes problèmes. Chez les hommes, on va retrouver beaucoup plus de soucis au niveau de l'autorité. Du coup, on retrouve beaucoup de profils délinquants qui sont borderline, qui sont incarcérés, qui vont être dans des foyers. Je ne parle pas pour des raisons familiales, hein, bien sûr. Ou alors, chez les filles, on sait qu'on va retrouver beaucoup de profils de prostituées qui sont borderline. Ou alors, on va avoir des conduites à risque hyper sexualisées qui parfois se confondent avec les bipolaires, mais ne le sont pas. On est d'accord parce que la différence notable entre un bipolaire et un borderline, c'est que le bipolaire, exactement, on est sur un trouble de l'humeur. L'humeur, c'est des émotions à terme. Alors qu'à un moment, là, c'est un problème de régulation émotionnelle chez les borderline. Donc, c'est un événement qui va les faire réagir et qui va faire que l'émotion elle va être portée à son summum, un petit peu comme on pourrait imaginer sur une prise de LSD. Moi, j'ai des borders quand ils viennent en pleine crise, suite à un événement, donc d'abandon en général, rupture amoureuse ou autre, qui viennent, ils sont en pleine crise. On pourrait penser soit qu'ils ont pris des toxiques, ou soit qu'ils sont en pleine décompensation psychotique. Et parfois, à tort, malheureusement, quand ils sont hospitalisés, ils sont pris pour des psychotiques. À un moment, ils sont rangés dans cette case. Alors attention, il y a des comorbidités dans les troubles de la personnalité borderline. On peut être donc bipolaire à tendance borderline. On peut être borderline et souffrir de stress post-traumatique. On peut être borderline et avoir des troubles des comportements alimentaires. On peut avoir une personnalité évitante également en étant borderline. Et donc, on a du mal à poser le diagnostic. Donc moi, les 2%, ou alors on m'envoie tous les borderline de Cannes, je ne sais pas. Mais à un moment, pour moi, il y a un petit souci, à mon avis. Hein. Donc, je vous disais, il y a 5 critères qui sont admis pour pouvoir parler de troubles de la personnalité borderline. Comme moi, je reçois majoritairement des adolescents, je ne fais que parler de tendance. Hein. Puis les parents, je vais vous le dire tout de suite, ils n'aiment pas quand on leur dit ça. Quand on leur explique que
ce qu'on observe au travers des tests de personnalité, c'est ça, c'est cette dynamique-là, eh bien tout de suite, le cliché, c'est qu'il y a eu beaucoup de traumas. Donc ils sont responsables. Forcément, c'est la famille qui a traumatisé, qui a amené ces troubles de la personnalité. Alors moi, je me réfère toujours, pour moi, au niveau des thérapies, à la thérapie des schémas de Jung, qui est la thérapie la plus reconnue pour les borderline, qui cite 18 schémas, en fait, de pensée et donc de famille possibles pour amener aux troubles de la personnalité borderline. Je ne vais peut-être pas tous les noter, vous aurez qu'à les chercher. Alors bien sûr, on va retrouver l'abandon. On sait que l'angoisse d'abandon est à la base des borderline, d'accord, avec l'instabilité. C'est-à-dire que là, on est dans une mère insuffisamment bonne qui, à un moment, quand je dis la mère, c'est l'environnement, à un moment, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc l'enfant, il est toujours au moins, soit il va fantasmer, ou il va se créer une figure de remplacement à un moment par rapport à cette mère. On va avoir méfiance et abus. Ça, c'est l'image qu'on a, effectivement, d'enfants abusés, maltraités et autres. Manque affectif. On va avoir des familles où règnent, en fait, les valeurs, de la perfectibilité. Du coup, facilement, on est dans un schéma imperfection et honte, qui vont causer des troubles de l'estime de soi. L'isolation sociale, se sentir différent des autres. On va avoir le manque d'autonomie et la recherche de performance. Et là, vous allez voir, je fais tout de suite un lien avec les hauts potentiels, où bien sûr, souvent on va se retrouver, moi, les familles qui consultent avec des jeunes, où le schéma familial, c'est ça, c'est la quête de la performance, parce qu'on a eu ce fameux diagnostic haut potentiel, la peur du danger, de la maladie, des familles qui sont un peu à cheval entre la dépendance et le sentiment d'incompétence. Donc on n'est pas du tout dans ce qu'on imagine, et je pourrais continuer énormément, que là, manque des limites, échec, assujettissement, les punitions, le surcontrôle émotionnel, le négativisme, le pessimisme. En fait, on se rend compte qu'effectivement, à un moment, on est un enfant qui, face à l'autorité familiale, à un moment ne se reconnaît plus et va se cliver. Alors attention, c'est là où je dis tout de suite, c'est pas trouble dissociatif de l'identité. Absolument pas. Ça, c'est encore autre chose, c'est ce qu'on voit sur TikTok. Alors là, ça va être très moche, le dessin que j'ai fait, je ne sais pas, ni là, comment ça va se voir. Mais je trouve que ce schéma de Jung, il est super intéressant pour expliquer ce qu'est un trouble de la personnalité borderline. Je ne sais pas si vous voyez au loin, mais je vais le décrire. En fait, on va avoir la partie saine, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans la psychose. Donc, on a une partie de la personnalité qui est vue comme une partie saine qui s'observe. Elle est petite, vous voyez, je l'ai fait volontairement plus petite en fait que l'ensemble, parce que nous, ce qu'on va faire en thérapie, c'est la faire grossir par un travail cognitif, d'observation. Oh, j'aurais dû mieux écrire. Okay. D'accord. Donc, on a cette partie saine qu'on va travailler dans la thérapie, qui va grossir à force d'observer, effectivement, ce qui pose souci. C'est-à-dire, c'est une partie de la personnalité qui s'est atomisée. Ce qu'on va retrouver chez Winnicott ou Ferenczi quand il parle d'autoclivage narcissique, à un moment qui se produit très jeune dans la personnalité. C'est-à-dire pour se protéger et pas sombrer dans la psychose, à un moment se créer un autoclivage pour se protéger. Je protège, je sauvegarde l'image parentale avec tout ce qu'il y a derrière et les valeurs, mais il y a une autre partie qui va se différencier quand même, qui n'a pas compris. Dans cette autre partie, à moitié, on a ce qu'on appelle le protecteur détaché. Parce qu'il faut savoir que les personnalités borderline, quand elles sont dans le cabinet, c'est « je vais bien, tout va bien ». Donc les jeunes qui arrivent chez moi en me disant oh, « j'ai des émotions à fleur de peau, je suis épidermique, je dois être borderline », majoritairement, ce n'est pas du tout ce que j'observe. Parce qu'en fait, justement, ils sont très détachés, on est dans une forme de désaffectivation à un moment des émotions qui sont cachées derrière parce qu'elles sont beaucoup trop intenses. Donc il y a tout un travail à faire avec les borders. S'ils ne viennent pas pour des raisons d'obligation de soins, ou que ce n'est pas des ados, que les parents me traînent pour des problèmes d'addiction et autres, ils ne viendront pas dans le cabinet, généralement. Et s'ils viennent, ils vont me dire « je viens, mais tout va bien ». Ou ils me parlent factuellement. Ça fait aussi penser à la personnalité Asif d'Ellen Dutch. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'hyper adapté. Elle l'avait décrit, Ellen Dutch, la personnalité Asif, qui fait partie des états limites, mais qui est considérée comme une catégorie à côté, d'accord, où il y a une sensation de manque d'authenticité dans la relation. C'est le clinicien
qui en fait prend conscience dans le discours qui est donné par son patient, ça manque d'authenticité, pardon, comme si le patient il voulait se coller à ce qu'attendait le clinicien, le thérapeute. Voilà, et ça, elle l'a décrit plus longuement hein, que ce que je viens de faire très brièvement. Voilà. Mais ça fait vraiment penser à ça, quand on reçoit des borders qui ne sont pas dans l'obligation de soins. Derrière, voilà, ce à quoi on va s'attaquer et qui est beaucoup plus compliqué et qui cause les symptômes, c'est ce problème de régulation émotionnelle qui est totalement étouffé, où on retrouve de façon introjectée dans la personnalité le parent punitif. Encore une fois, le parent punitif, ce n'est pas forcément un parent maltraitant. Hein, on n'est pas dans le parent abuseur, on n'est pas... certes, il y a une dysfonction de la famille, d'accord, mais les parents, ils peuvent très bien être dans la bienveillance et vouloir bien faire par rapport à leur propre éducation, par rapport à ce qu'en dit la société et autres. Donc, on va se retrouver face à cette partie introjectée punitive qui s'attaque et qui empêche à ces émotions-là de se manifester, c'est-à-dire l'enfant en colère, problème de régulation colère intense, on vous l'a dit. Donc effectivement, on a un très gros problème de régulation de la colère chez les borderline. Ça peut être la violence, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de délinquants, de criminels et autres, mais attention, ça peut être du cynisme aussi, hein, qui est une forme de violence un peu sublimée. Mais j'ai des borderline qui sont extrêmement cyniques, ce qui va poser des problèmes relationnels, hein, aussi bien voilà, c'est en dessous en fait. J'ai subdivisé sur un quart. C'est la partie droite de la seconde partie. C'est pas un cerveau, hein. D'accord. Là, en haut, on a le pas. Mais je suis sûre que vous le retrouvez. Au pire, je donnerai à Mireille pour que... Ouais, voilà. On a cette partie introjectée qui est le parent punitif qui s'attaque en fait à des émotions qui ont été totalement refoulées et qui ne peuvent pas se manifester. L'enfant en colère. Et l'enfant soit abandonné, abusé, enfin la partie de tristesse qui ne se manifeste pas. Ce qui explique l'escarification. L'escarification et l'automutilation chez les borderline, c'est ça. C'est cet enfant en colère qui n'arrive pas à maîtriser sa colère, d'accord, et qui se confronte aux parents punitifs. D'accord. Donc il y a tout ça. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas un trouble dissociatif de l'identité. On n'est pas sur plusieurs personnalités, hein. Pas du tout. Hein. On est sur une personnalité qui s'est subdivisée pour survivre à un moment. Alors quand on travaille avec des gens qui ont des troubles de la personnalité limite, on sait qu'on est dans du transfert narcissique. Alors le transfert narcissique, hein, c'est idéalisation versus dénigrement. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de thérapeutes qui ne s'attaquent pas trop à ces pathologies-là ou qui ne les soulèvent pas ou qui s'attaquent juste aux symptômes. C'est-à-dire peut-être l'impulsivité, ce qui est bien aussi, hein, les troubles alimentaires, l'addiction, ils prennent par différents biais. Mais ils ne prennent pas l'ensemble, en fait. Donc c'est des patients qui peuvent consulter par à-coup, hein, sur certaines problématiques, sur des thérapies brèves et pourquoi pas, à un moment. Mais on n'est pas sur la thérapie des schémas qui prend l'ensemble pour avoir cette fameuse partie saine qui va s'observer et qui va grossir en fait en compréhension cognitive et qui va plus être dans le fait de subir ses émotions, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les émotions, d'accord, hein, c'est un élément explicatif, c'est un indicateur, c'est de l'intelligence les émotions à un moment, sauf qu'on n'a pas d'école des émotions en France. Donc forcément, c'est là où je viendrai à la fin, je me questionne en quoi la société de nos jours, en France ou ailleurs, elle peut amplifier ces phénomènes de troubles de la personnalité et de dysrégulation émotionnelle, parce qu'effectivement, on est sur une société très dichotomique, qui favorise ces questions borderline. Est-ce que je regardais, est-ce que le trouble de la personnalité borderline, avant d'être théorisé, il existait? Probablement. Mais est-ce qu'il était vécu de la même manière? Pas forcément. Parce qu'il y a eu des périodes où, aussi bien, on ne pointait pas du doigt l'addiction, c'était des comportements basiques, hein, parce qu'on n'avait pas connaissance des toxiques, ça je le dis parce que je travaille beaucoup sur les addictions avec les jeunes. Donc à l'époque, effectivement, hein, que ce soit l'alcool ou d'autres drogues, elles n'étaient pas à ce point-là décrites pour savoir à quel point elles allaient modifier au niveau cérébral les comportements et les émotions. Après, il y avait des périodes où également se sacrifier ou même la scarification selon certaines cultures n'est pas quelque chose de pathologique en fait. C'est un rituel à un moment de gestion des émotions. On remarque quand même que majoritairement, c'est dans les pays les plus développés qu'on va retrouver le plus de troubles de la personnalité borderline à un moment. C'est-à-dire cette dysrégulation émotionnelle parce qu'on nous demande de réguler et de contenir nos émotions et de ne pas les mettre en avant.
Voilà pourquoi on va retrouver chez certains profils, dû à des familles effectivement qui n'ont pas été dans la compréhension de leur schéma, ce type de trouble. Alors, encore une fois, quand on est borderline, on peut très bien vivre, hein, comme dans tous les fonctionnements psychiques en soi. Hein. On n'est pas forcément dans le déséquilibre. On peut trouver cet équilibre, parce qu'un border, il peut être aussi un peu obsessionnel, par moment, dans son travail, ce qui va lui amener un équilibre, ou il peut être totalement hystérique sur certaines choses. Il peut avoir des tendances un petit peu paranoïaques. Bon, bah ça, c'est quand on parle justement de la survenue transitoire de symptômes dissociatifs. D'accord? Là, on est dans la dissociation à un moment. Ils sont capables, quand les émotions face à un événement de vie les submergent et qu'ils ne trouvent plus de stratégie via les addictions, via la violence et tout, bah effectivement, ça va exploser, c'est le passage à l'acte à un moment, ou alors c'est la décompensation. La décompensation, effectivement, ça peut être de la déréalisation, vous savez, la dépersonnalisation, de la dissociation. Ça, les borderline le font très fréquemment. Et ils répertorient souvent avoir l'impression de... Alors, pas comme les troubles dissociatifs de l'identité, mais c'est pas de l'amnésie. Mais c'est qu'à un moment, ce qu'ils ont été la semaine d'avant, ils ne comprennent plus. C'est pour ça qu'on a une perturbation de l'identité. C'est qu'une semaine avant, ils se sentaient plutôt d'une humeur très joyeuse, prêts à gravir des montagnes. Et la semaine d'après, c'est patatras. Mais attention, c'est pas de la bipolarité. Ça va vraiment dépendre des événements de vie. C'est ce qui fait la différence avec les bipolaires, hein, je tiens à dire. Le bipolaire, il ne le sent pas. Hein, quand est-ce que son humeur va être up and down, sauf s'il est stabilisé et que c'est lui qui cherche à modifier un petit peu ses humeurs. Mais sinon, il ne le voit pas venir. Le borderline, bah, une rupture amoureuse, une déception amicale, qu'importe, dans un groupe social, tout ça va faire qu'il peut décompenser à un moment et ne plus se sentir à sa place et mettre en place des stratégies qui sont inadaptées, hein, concrètement. Oui, parce que depuis tout à l'heure, je vois les yeux, donc je vous écoute. Est-ce que, comment ça s'appelle TPB, trouble d'appartenance. la maladie de Diogène peut être placée en borderline? Oh non, pas du tout, parce qu'en Diogène, le fait de cumuler à un moment des objets, on est plus sur quelque chose, effectivement. Ah non, dans la maladie de Diogène, alors moi, j'ai eu qu'une fois le cas. Sincèrement, sur un patient, on m'a demandé d'intervenir. Non, parce qu'on est dans une décompensation, je suis d'accord, mais très obsessionnelle, de cumul. Non, je vois pas trop, mais en quoi, vous? Je me suis jamais posé la question, hein. Je vais chercher, mais... Ouais, parfois, on ne peut pas répondre, mais par contre, c'est sûr que je vais me poser la question. Mais je vois pas pourquoi. En quoi vous avez vu des traits de similaires? Ouais, je sais. Non, mais je réfléchissais. Borderline, c'est très caméléon. Alors, c'est ce que j'aime bien, effectivement, dans ce trouble-là, c'est qu'à un moment, chaque borderline ne se ressemble pas, comme toute personne. Hein. Il y a un côté unique de la personnalité. Heureusement, c'est pas parce qu'on parle de classification que chacun n'est pas différent. Hein. À un moment, j'y réfléchirai. Mais le syndrome de Diogène, je l'ai souvent vu chez des personnes d'un certain âge, quand même. Or, on sait que les troubles de la personnalité borderline ont tendance à s'atténuer passé 50 ans. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, il y a l'expérience de vie, déjà, qui fait qu'à force d'avoir trouvé des stratégies qui étaient inadaptées, nécessairement, peut-être qu'on en a trouvé d'autres. Ça, c'est ce qu'il faut espérer. D'accord? Ou alors, c'est qu'on est parti dans un tel chemin comme les addictions, dans un profil qui est polyaddict, ou qui est parti dans la délinquance et tout, donc on est un peu sorti du cadre de la prise en charge ambulatoire, j'ai envie de dire. Mais aussi, il y a une réalité biologique des borderline qui a été étudiée dernièrement. On le sait, en fait, qu'il y a un système limbique, on est d'accord, qui gère les émotions, qui est extrêmement activé, et qu'on a le système préfrontal qui devrait faire venir tampon, hein, c'est le frein à un moment aux émotions, et qui permet de faire l'articulation entre les apprentissages et les émotions, qui est dysfonctionnel. D'accord? C'est pour ça que j'ai tendance à croire qu'en vieillissant, voilà, j'ai peu de chance à imaginer. Mais comme c'est lancé sur Internet, peut-être si quelqu'un a l'explication, je suis preneuse. J'ai ma voisine d'en face, sa maison qui est sur 3 étages et son jardin, ils sont pleins de trucs partout. Elle a 70 ans quand même. Et il y a des trucs partout. Elle est incapable de s'en séparer. Elle
Ah oui, tout à fait. Là, c'est vraiment Diogène, mais en quoi ce serait border, je sais pas. Le profil borderline, il y a ce clivage, il y a comme mécanisme de défense. Oui. Là, on est sur le clivage de Mélanie Klein. Là, ça n'y est pas dans Diogène. Parce que, oui. Puisqu'il n'y a qu'un fonctionnement. Il n'y a pas le caméléon comme tu dis. Surtout ça, peut-être la différence. Oui, tout à fait. Comme tu l'amènes là sur ce clivage qui est vachement intéressant. Et que sur Diogène, il n'y aurait pas. Alors, je sais pas, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je faisais pas parler que des borderline. Or, moi, c'est ma spécialité, je peux en parler des heures. Donc, à un moment, j'aime bien ça. C'est un sujet qui est passionnant. Ce qui nous a amené aujourd'hui, c'est de faire un lien, alors pas direct, parce qu'encore une fois, être dit au potentiel, surdoué, zèbre, enfant précoce, EIP, c'est-à-dire élève intellectuellement précoce. Et là, on a parlé d'adultes en plus, parce que, comme je suppose, on parlait de diagnostic, c'est pour ça qu'on a ciblé sur les adultes au potentiel. Mais peut-être aussi parce que, comme on dit, là, j'ai lu un bouquin qui est pas mal, découvrir son haut potentiel adulte, c'est quoi, une crise identitaire. Donc voilà, c'est que ça pose question, sauf que quand on est dépisté enfant, c'est différent, forcément, ça travaille déjà d'ailleurs notre personnalité. Quand on est diagnostiqué au potentiel, et on le voit en France, on nous met déjà vraiment dans une case, on est censé réussir à un moment. Ou alors on a l'idée qu'être au potentiel, comme au Québec, ça l'a été à un temps, c'est un handicap, parce qu'on va voir, dans haut potentiel, effectivement, on a le problème de régulation émotionnelle. C'est pour ça que, par exemple, on va retrouver au Québec, ils l'ont travaillé comme ça, comme un handicap qu'il fallait accompagner pour éviter les dérives et justement les troubles de la personnalité. À l'inverse, ce que j'ai vu, c'est qu'en Israël, on dépiste tous les enfants à 7 ans. Comme ça, s'il y en a un qui est au potentiel, effectivement, on évite la fuite des cerveaux et effectivement les troubles de la personnalité. Selon les pays, on voit bien qu'on gère les choses différemment. La douance n'est pas, encore une fois, un trouble, je le sais. Il n'y a pas de problème, ça répond à un fameux test qui pourrait être tout aussi désuet d'ailleurs, je trouve, que mes tests de la personnalité, les tests de QI qu'on fait du quotient intellectuel, qui vont mesurer quoi? La performance verbale, la vitesse de traitement, il y a quoi? La mémoire de travail, le traitement visio-spatial, en fait des compétences qui sont nécessaires pour les apprentissages scolaires à un moment. Bien sûr, on n'étudie absolument pas l'intelligence émotionnelle qui se mesure différemment, ou pas, ou l'intelligence situationnelle aussi. Ça, c'est pas pris en compte. Donc, on passe à côté, à mon avis, de beaucoup de diagnostics, très certainement. C'est pour ça que je trouve qu'ils ont en commun déjà ce qui est trouble de la personnalité, borderline et les hauts potentiels, le côté fourre-tout, on mélange et il y a un souci de diagnostic, savoir qui mettre dedans. Donc, si je regarde, on estime qu'être au potentiel, on dit c'est 130, d'accord, mais on sait qu'on a une marge qui va à peu près à 120. On commence à 120 parce qu'on va avoir des gens qui sont dits hétérogènes dans leur intelligence, qui vont présenter plus de compétences verbales et qui n'ont pas ce côté homogène qu'on attend des hauts potentiels en général pour les diagnostiquer à 130 en fait. Mais alors qu'en fait, on a des profils, on a des gens qui sont très doués verbalement, au niveau de l'intuition et des émotions, et c'est là-dessus que j'ai arrivé, et d'autres qui sont beaucoup plus dans le raisonnement, dans le perfectionnement, côté consciencieux qu'il peut y avoir pour les apprentissages. Forcément, ceux qui vont nous poser problème, qu'on appelle les neurodroitiers, je crois, c'est ceux qui fonctionnent beaucoup plus sur l'intuition et sur le raisonnement verbal. Cela a plus de mal à les identifier et dans les apprentissages de cours, eh bien, à un moment, ils vont peut-être décrocher dans la scolarité. Pourquoi? On le sait. À la 6e, c'est déjà un passage. Bon, ça, c'est plus psychologique, mais à la 4e, à partir de la 4e, on va demander aux étudiants d'expliquer leur raisonnement. Et ça, au potentiel, il ne sait pas le faire. Parce qu'il comprend tout tellement plus vite qu'il a beaucoup de mal à détailler sa pensée. Et parfois, il a même des méthodes de compréhension qui sont différentes que celles qu'on lui apprend. Du coup, il se met en opposition. Soit il décroche, il s'isole, voire il perd de l'estime de lui-même, et du coup, il n'a plus du tout les bonnes notes attendues, ce qui va poser des soucis, on est bien d'accord, au niveau de la famille. Soit, ça c'est ceux que je reçois plus, que j'aime beaucoup, qui m'amusent, où je les sens déjà aller sur borderline, qui sont dans des troubles du comportement. C'est-à-dire, voilà, je vais perturber la classe, je vais rentrer dans le professeur, je vais remettre en question son apprentissage. Alors, ceux-là, ils ne sont pas aimés. Pitié, ils ont tendance à faire beaucoup d'établissements scolaires, et pourtant, ils ont des résultats scolaires excellents. Ceux-là, mais bon, ils dérangent, nécessairement. C'est pour ça que
depuis que je suis en libéral, parce que moi, avant, les hauts potentiels, je m'en occupais pas. Je m'étais fait la réflexion par rapport aux gens avec qui je travaillais dans les milieux carcérales, extra-carcérales, pour les gens addicts, que je retrouvais des profils hauts potentiels. Mais bon, voilà, comme il peut y en avoir, je n'avais pas fait de statistiques. Maintenant que je suis en libéral et que j'ai du tout venant et que spécialisé dans les ados, on m'amène ces ados qui sont en difficulté, on estime qu'il y a 1 à 2 hauts potentiels par classe. D'accord? Donc, moi, ceux qu'on m'amène, c'est ceux qui sont en difficulté, nécessairement. Soit parce qu'il y a une angoisse de performance et du coup, ils peuvent devenir dans l'autodestruction. Alors, pas encore la mutilation, mais j'en ai, ils se frappent, ils se disent qu'ils sont nuls, ou alors ils verbalisent qu'ils veulent se tuer. Vous imaginez l'angoisse des parents, à un moment, juste pour un résultat scolaire. Ou alors, je vous dis, il y en a d'autres, ils s'enferment. Et on va voir avec le risque des addictions, surtout des jeux vidéo, et qui s'enferment beaucoup dedans. Donc, sur les tests de QI, quand ils sont faits, entre 120 et 130, on va déterminer qu'un enfant est haut potentiel. Voilà, le neuropsy donne le diagnostic, les parents ils sont contents, on dit ça aux professeurs, donc on attend de très bons résultats. C'est oublié, comme on l'a dit, qu'une partie de votre cerveau est constituée surtout de vos émotions. D'accord? Vos émotions qui sont des indicateurs d'intelligence par rapport à la situation, qui vous permettent d'avoir une intuition des choses. Et ça, à l'école, c'est pas ce qu'on va attendre dans les résultats, ce qui est attendu. Et du coup, ces jeunes-là se mettent en difficulté. Voilà pourquoi les accompagner, pour moi, est essentiel. Et on met en place des PAP pour les accompagner. Je ne sais plus ce que ça veut dire d'ailleurs, accompagnement personnalisé et tout. Ils ont un tiers-temps supplémentaire, plus de temps pour les examens, parce qu'ils ont des troubles de la concentration, parce qu'ils ont une pensée en arborescence. Vous voyez bien l'arbre, c'est-à-dire certes il y a un tronc commun, mais ça part dans plein de sens. Donc eux, ils ne peuvent pas apprendre comme le système scolaire de manière linéaire. Ils ont besoin de comprendre le sens de tout ça, ce qui n'est absolument pas le cas de l'éducation en France. En France, on vous apprend les choses de manière séquentielle. Du coup, effectivement, tout ça, et plein de jeunes ne savent pas pourquoi ils vont en cours, ne savent pas pourquoi ils apprennent. Et pour peu que leur professeur ne soit pas plus investi que ça, c'est le décrochage total à un moment. À notre époque, majoritairement tel que je vois, on avait un système scolaire qui était assez inclusif, ça allait. Maintenant, avec Parcoursup et tout, je vous signale qu'à un moment, si un jeune il décroche au collège, il ne pourra jamais suivre des études dans le général et faire la scolarité qu'il souhaite. Donc à un moment, il ne faut pas souffrir d'immaturité une seule année dans la scolarité française. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec tous ces jeunes qui, pour moi, ont des profils très similaires quand on me les amène à des borderline. Donc je me suis dit, bien sûr, je ne vais pas dire ça aux parents. D'accord ? Qu'est-ce qui fait, quand on regarde un peu sur Internet ou ailleurs, la différence entre un borderline sur les textes et un haut potentiel Je me l'étais mis, ah bah oui, si je m'embrouille, excusez-moi, ça m'arrive. Tac, 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 c'est là. On va retrouver en fait une question de nuance, en fait, surtout. De nuance, surtout dans les émotions que n'ont pas, bien sûr, les borders, qui sont tout feu, tout flamme, tout blanc, tout noir. On estime que justement, il y a une nuance émotionnelle chez le haut potentiel qui est très intéressante. Bah oui, mais si ce haut potentiel, au bout d'un moment, on lui a dit que ça ne convenait pas ou on n'écoutait pas ses émotions, je pense qu'à un moment, il va devenir pareil. Donc ça peut se mettre en place de cette façon. C'est la dynamique, on est bien d'accord, de la personnalité. Elle n'est pas figée ni dans le côté haut potentiel, ni dans le côté trouble de la personnalité. Après, voilà, les hauts potentiels sont plus consensueux. D'accord? Ils essayent d'aller plus au bout des choses. Et mais encore une fois, comme tous les jeunes, à partir du moment où ils vont faire des expériences, ils ont un profil un peu addictif et qui vont tomber un peu dans les addictions, qu'elles soient comportementales ou que ce soit sur des produits, ah ben là, on va avoir moins d'attention, de concentration et autres pour pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Et on va retomber dans ou la procrastination, ou effectivement ce côté intérêt multiple qu'on retrouve aussi bien chez les borders que chez les hauts potentiels. Ils s'intéressent à une multitude de choses. Après, on ne sait pas trop comme ça à quoi ça aboutit. Alors les professeurs, ils n'aiment pas. Les parents, ils n'aiment pas. Pourtant, moi, je trouve que ça peut être très intéressant, ce côté cosmopolite. À un moment, qu'ils aillent étudier ceci, cela. On se dit, il est haut potentiel, et je le vois, les parents, ils s'attendent à des grandes études supérieures, c'est astrophysique et tout. Et parfois, j'ai un gamin qui me dit, non, moi, j'aimerais bien ouvrir un refuge pour animaux et tout. Je trouve ça génial. En fait, pourquoi ? Pourquoi à un moment? Parce qu'on l'a diagnostiqué au potentiel, il est obligé de se diriger dans des études supérieures et de
perfectionner, sachant que c'est déjà un risque des hauts potentiels, ce côté perfectionniste. Eh bien là, c'est là où pour moi, toutes ces dérives, encore une fois, vont amener les troubles de la personnalité. Donc, comme encore une fois, c'est pas simplement en parlant et en ayant moi mes exemples que je peux amener une théorie, c'est encore une fois les tests de la personnalité qui m'ont permis un petit peu de structurer cette hypothèse. C'est que quand je fais passer les tests de la personnalité, que ce soit des adultes non diagnostiqués ou que ce soit des enfants déjà ados, déjà diagnostiqués au potentiel, j'ai retrouvé une similarité dans les modes de fonctionnement et les stratégies de défense avec les borderline, qui est quand même assez saisissante. Effectivement, ça tient moins bien. Et oui, ça tient moins. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle que les troubles de la personnalité limite, c'est une lutte contre la dépression. Donc il y a une instabilité manifeste en permanence qui fait que ça ne tient pas face à certaines choses comme l'agressivité, parfois c'est la sexualité. C'est là où on dit que c'est genré. Chez les femmes borderline, on va voir que c'est surtout les représentations de la sexualité qui viennent effracter le psychisme et où là les défenses ne tiennent plus. Chez les garçons, ça va être plus le rapport à l'autorité, mais on n'est pas dans la castration. On n'est pas dans une lutte contre la castration, on est une lutte contre une forme d'impuissance face à l'autre et à la dépression, pour ne pas se laisser emporter par l'autre, ce qui n'a rien à voir dans les tests de personnalité comme le Rorschach, où on remarque chez les borders ce côté problème de perméabilité, le moipeau dysfonctionnel comme chez Green, c'est-à-dire qu'à un moment, on peut avoir 36 symptômes, ça va dans tous les sens, et en fait, ça tient comme ça tient pas, mais on s'en saisit. Eh bien, aussi bien les hauts potentiels que les borderline, je retrouve les mêmes mécanismes de défense dans ces tests de personnalité. Sauf que ça tient mieux, effectivement, quand on est chez des gens qui ont trouvé un équilibre. Alors, soit chez des jeunes, où effectivement les parents ont compris la complexité, et il n'y en a pas beaucoup, des hauts potentiels, et qui ne forcent pas les traits attendus par la société et l'école, ou alors j'ai des adultes donc non diagnostiqués au potentiel et qui ne sont pas borderline, attention je le dis tout de suite, mais dont les tests ressemblent au borderline, et je me dis qu'est-ce qui fait différence et qu'est-ce qui fait que ces tests y tiennent? Eh bien effectivement on est face à des adultes, le couple est solide, il y a une stabilité, l'emploi les a stabilisés, tout ce que le borderline a eu du mal à mettre en place en fait en général. Il peut avoir un pôle très stable, que ce soit le travail, que ce soit la famille ou que ce soit l'amour, mais il y en a toujours un ou deux, enfin deux, quand on doit déclarer le trouble, qui sont dysfonctionnels à un moment et qui effectivement le mettent en difficulté. Alors comme je sens des gens que je perds, je vais essayer de voir s'il y a des questions déjà par rapport à ça, si ça vous étonne. Non, parce que j'ai l'habitude de travailler sur des groupes, j'interviens dans les écoles, donc j'ai l'habitude de regarder tout le monde et de me dire, j'en ai certains, c'est la digestion, donc c'est indigeste ce que je dis à un moment, n'hésitez pas. Est-ce que vous disiez que, excusez-moi, les gens que je connais, moi par exemple en HPE, avec, comme vous dites, en connaissance au-dessus de 130, ils, tous, enfin, ceux que je connais, c'est presque échec scolaire, effectivement, ça passe ric-rac, Vous êtes thérapeute psy, c'est ça? Donc vous recevez dans un cadre... Non. Des gens que je connais moi personnellement. Ah d'accord, dans le personnel. Et donc échec scolaire, et puis quand l'aide est proposée au niveau scolaire, mais tous ceux que je connais, ils n'en veulent pas du tout. Non, moi je suis pas différent, je veux pas. Ah bah bien sûr, ils ont peur d'être différenciés, ça c'est certain. Donc ils refusent tous. Et puis après, ce qui est pas compliqué, c'est qu'il y a des fois des diagnostics, oui, HPE, mais disharmonieux. Alors le disharmonique vient de là, parce qu'on dit HPI. Sur deux frères, par exemple, il y en a un, on va lui dire, en maths, à la limite, comparé en maths, ça va être très très haut, et puis en français, au niveau littéraire, très très bas. Et sur son petit frère, l'inverse, par exemple. Oui, d'accord. Il y a des compétences différentes. Parce qu'on sait bien que selon les hémisphères du cerveau, il y en a qui vont gérer certaines compétences. Et donc, il y en a qui sont dits homogènes. Et donc, encore une fois, la particularité du cerveau du haut potentiel, c'est, bon, qu'il est plus gros, on s'en fiche, parce que chez Einstein, ça n'a pas été prouvé, donc je ne suis pas sûre que c'est valable. Mais c'est qu'on a des connexions cérébrales qui sont plus larges. Donc, l'information, elle parvient beaucoup plus rapidement entre les deux hémisphères. Faut-il qu'on ait la fameuse partie préfrontale qui puisse faire le lien et qui puisse faire tampon? Sinon, ça ne sont que un afflux d'informations qui arrivent très rapidement. En plus, on sait que les hauts potentiels sont hyperesthésiques. Et donc, à un moment, hyperesthésiques.
Et donc, au niveau des 5 sens et hypersensitifs aussi, en fait, dans l'ensemble, on va avoir des informations qui viennent des 5 sens et ils mélangent aussi les sens, ce qui leur permet d'avoir une connaissance, encore une fois, qu'ils n'arrivent pas toujours à expliquer, qui est due. Alors, c'est pas que de l'intuition, encore une fois, c'est de l'émotion, c'est tout ça, mais ça, c'est plus difficile à expliquer, vu qu'on ne nous a pas éduqués, formés à expliquer ça, comme matière et indicateur de connaissance. Juste pour finir, parce que comme vous dites, vous avez l'information qui vient différemment, parce que 2 exemples concrets, rapides, c'est sur le petit dessiner une voiture, mais le gamin, pour lui, il doit la dessiner telle qu'il la voit dans la rue. Si on n'est pas doué au niveau dessin, il dit je ne sais pas faire. Oui. Donc il ne dessine pas. Et sur une sortie scolaire avec un petit classe avec la maîtresse, sur les feuilles mortes et tout ça, où l'enfant demande mais, le cycle de la vie, les feuilles, et la maîtresse dit super, il y a un gamin qui pose ces questions. Il se passe, et il rentre le soir chez lui et il dit mais ouais, tu vois bien, maman, je suis nul parce que tous les autres enfants ils jouaient, donc ils savaient tous, il n'y a que moi qui ne savais pas. C'est comme ça qu'il interprète le truc, le gamin. Alors pourquoi? Parce qu'on a justement un mauvais accompagnement de ces cerveaux atypiques, hein, mais absolument pas si différent que ça, mais juste il y a une atypie qu'on a du mal à saisir. Et encore une fois, dans les sociétés comme ça, un peu borderline, on va retrouver encore une fois dans les extrêmes, une recrudescence des extrêmes, c'est-à-dire de plus en plus de jeunes en déficience, mais aussi de plus en plus de jeunes au potentiel, et on ne sait pas les accompagner, ces jeunes, parce qu'on aimerait les ramener à la norme qu'on connaît davantage. Eh bien, c'est pour ça que je pense qu'il y a malheureusement un continuum, parce qu'on ne sait pas les accompagner, qui les amène vers certains troubles de la personnalité. Pas que borderline, hein, encore une fois. Mais par exemple, vous parlez du garçon qui ne veut pas dessiner la voiture. Là, on est dans l'hyperadaptation et l'angoisse de performance, qui fait qu'il veut tellement, effectivement, être doué comme on lui a toujours appris, que là, il se dit, en dessin, je ne suis pas très bon, ou une voiture, c'est compliqué, il faudrait que je dessine, je ne sais pas, moi, le carénage, le machin et tout. Donc déjà, lui, il voit la complexité de la chose, et comme il n'aime pas être dans l'échec, parce que l'échec, émotionnellement, effectivement, ça empêche son estime de lui-même de se développer, il refuse. Encore une fois, si on ne fait pas, on ne sait pas qu'on va échouer. C'est pratique. Pour finir, quand on leur annonce 35, 135, peu importe, tu mens, c'est pas vrai. C'est pas possible. Bah, même les adultes, d'ailleurs. Même les adultes ont du mal à l'entendre. Moi, j'avais une adulte comme ça, effectivement, très bon poste, important, elle considérait que son mari, justement, était au potentiel et tout, et qui vient me voir en me disant problème d'estime d'elle-même, problème au niveau de la gestion des émotions, je me sens tellement bête, je vois une scène un petit peu... quelqu'un qui laisse la place à une vieille dame dans le bus ou je sais pas quoi, ça me tire les larmes aux yeux, mais je me sens la plus idiote qui soit et tout. Effectivement, en faisant les tests, je vois cette pensée en arborescence qui est là, et je lui dis, écoutez, moi je ne fais pas les tests de dépistage, mais vraiment, si vous avez envie, mais ça ne sert plus à rien à l'âge adulte, pour moi, vous êtes au potentiel. Et effectivement, alors ça a été pas simple à admettre, d'ailleurs elle avait du mal, elle me dit, non, moi j'ai toujours considéré être plus bête. Sinon, j'aurais eu encore plus une carrière différente. Je ne serais pas à ce poste-là. Je serais encore plus, oui, mais comme elle manque d'estime d'elle-même, elle n'a jamais revendiqué plus. Elle ne s'est jamais affirmée, elle ne s'est jamais mise en avant. Et elle s'est suradaptée au monde qui l'environnait. Malheureusement, à mon avis, ça ne lui a pas permis de développer toutes ses compétences. Et donc, après, le garçon qui est dans la sortie et qui pose toutes ces questions fondamentale sur la vie, ah bah oui, mais il voit qu'il est tellement différent de l'intérêt des autres. Bah oui, lui, il parle pas de TikTok, lui, il parle pas de Fortnite et tout, donc il n'est pas pareil. Bah vous voyez bien que ce sentiment d'exclusion et de différence, eh bien, ça peut amener des troubles de la personnalité également. Je me sens différent, qu'est-ce que je fais quand je suis ado? Eh bien, maintenant, j'ai les écrans, ça c'est génial. Je peux m'enfermer dedans. Pour les parents, c'est une super nounou, moins dangereuse que l'extérieur, donc c'est génial. Après, il y a tous les produits. Encore une fois, parce que forcément dans cette quête de performance et d'anesthésie des émotions, ah ben merci les drogues en général, ou la stimulation, parce que la nicotine c'est pour stimuler, donc il y a ça aussi, donc on a tous ces stimulants du cerveau qu'affectionnent les hauts potentiels, mais du coup je vous rappelle qu'ils font partie des traits de personnalité des borderline, encore une fois, qui tombent dans les addictions et qui ont un profil addictif. Donc, je ne dis absolument pas que tout borderline est au potentiel, et je vais m'arrêter là, même si j'ouvre dans les problèmes de régulation émotionnelle de notre société, où je tenais à ouvrir, eh bien dans la société dont on est, où on punit quand émotionnellement on va s'étaler, par contre sur les réseaux sociaux, on peut se mettre en avant.
avec une identité virtuelle qui est contrôlée et tout. Par contre, la réalité, avec tout ce que ça occasionne d'émotions non contrôlables et tout, alors ça, par contre, c'est largement puni par notre société. Voilà pourquoi, à un moment, à mon avis, on risque de se retrouver de plus en plus avec ces profils borderline, ces cerveaux, à un moment atypiques, qui ne peuvent plus travailler dans des équipes et qui sont, moi, je leur conseille à un moment d'être dans des boulots en libéral. Parce que s'ils veulent penser librement, ça va être compliqué en institution. Pourquoi ils sont très intelligents, mais ils veulent sortir de l'école le plus vite possible? Parce que c'est normatif, l'école. Ok, c'est inclusif, c'est bien, mais c'est normatif aussi. Donc, ils veulent en sortir le plus rapidement possible. Eh bien, pour moi, tous ces traits-là, et je pourrais continuer des heures et des heures, voilà, ils sont dans un continuum et aux frontières. Voilà, comme je revenais là-dessus, mais il y aurait beaucoup à étayer. Je ne fais pas de lien, en tout cas, systématique. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est borderline qu'on est au potentiel, même si on retrouve beaucoup de haut potentiel chez les borderline, du fait de cette intelligence émotionnelle quand même. Et ce n'est pas parce qu'on est au potentiel que nécessairement on va être borderline. D'accord? Mais on est tous quelque chose à un moment. Et comme je dis, le fonctionnement psychique dans les 3 petites maisons, je vous rappelle du début, hein, qu'elles soient en paille, qu'elles soient en bois ou qu'elles soient en briques, à un moment, si on est équilibré et que notre personnalité, elle est accueillie dans cette société, eh bien, ça n'est que du potentiel. Moi, désolée d'avoir largement débordé.